Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure, 30 minutes, concernant la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode l'école ensemble et on s'intéresse à la protection des enfants, la protection de l'enfance. Quels sont leurs droits à ces enfants en France? Comment évoluent-ils? Surtout, quel est l'impact de la loi Taquet? On en parle dans un instant. Irina Capron sort sa loupe pour notre plus grand plaisir. Comment protéger les enfants? Quels sont les chiffres de ceux qui subissent au quotidien la violence? Quelles solutions? Quelle prévention? Et surtout, quels sont les moyens alloués? Là aussi, on en parle avec nos invités. Enfin, on s'attardera sur le cas des mineurs isolés. Quelle protection pour ces enfants étrangers? L'équation, on le sait, pour le moins délicate. Les solutions appliquées vont-elles dans le bon sens? On en parle avec Adrien Taquet. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ancien secrétaire d'État chargé de l'enfance des familles de 2019 à 2022. Ancien député des Hauts-de-Seine. En plateau également, Pierre-Alain Sartou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant, la CNAP. La CNAPE? La CNAP. La CNAPE? La CNAP. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est parti pour la loupe. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. J'ai décidé de déléguer aujourd'hui. Donc On en parlait un petit peu en off avec monsieur le ministre. Je délègue à fond. C'est vous qui faites tout aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler, Irina, de la signification de l'enfant et de ses droits? Oui, alors l'enfant... Enfant vient du latin infans, qui signifie celui qui ne parle pas. Alors chez les Romains, ce mot désignait l'enfant dès sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Alors la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989 a défini de manière plus précise le terme enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Concernant la prise de conscience des droits de l'enfant, elle s'est faite après la Première Guerre mondiale, avec l'adoption de la Déclaration de Genève en 1924, puis ça a continué sous l'impulsion de l'ONU avec l'adoption de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959. Mais la reconnaissance de l'intérêt de l'enfant et de ses droits se concrétise vraiment le 20 novembre 1989 avec cette fameuse Convention internationale des droits de l'enfant. Irina, qu'est-ce qu'on entend par protection de l'enfance? Alors la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfance, c'est-à-dire à soutenir son développement affectif, physique, intellectuel, social, à préserver sa sécurité, sa moralité, son éducation, tout ça dans le respect de ses droits. Des lois ont réformé la protection de l'enfant et ont réaffirmé les droits et ses besoins fondamentaux. Il s'agit de la loi du 5 mars 2007 qui met l'accent sur la prévention et qui affirme le rôle central des départements et qui élargit les modes de prise en charge des enfants. Il y a également la loi du 14 mars 2016 qui complète celle de 2007, en repérant plutôt les jeunes en danger et en stabilisant les parcours des enfants placés. En 2019, un pacte pour l'enfance a vu le jour. Il consiste en quoi? Oui, en octobre 2019, notre invité Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, avait lancé un pacte pour l'enfance reposant sur 3 piliers, la prévention et l'accompagnement des parents du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant, la lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants et une réforme de l'aide sociale à l'enfance destinée à garantir le respect des droits des enfants protégés. Il y a également une loi Taquet qui a vu le jour, qui a été promulguée le 7 février 2022. Effectivement, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants entend à améliorer la situation des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance, avec notamment l'interdiction des placements à l'hôtel de l'enfant, la fin des sorties sèches à la majorité, donc les sorties sèches, c'est-à-dire sans accompagnement, une meilleure protection contre les violences et une modernisation du métier des assistants familiaux, entre autres. L'un de nos invités, c'est Pierre-Alain Sartou. C'est quoi la CNAP? Oui, vous l'avez dit, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant est la première fédération nationale d'associations qui accompagne et qui accueille les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en difficulté. Donc, comme vous l'avez dit, elle est dirigée par notre invité Pierre-Alain Sartou. La CNAP a été créée en 1948. Elle regroupe 167 associations, 13 mouvements, une association nationale. L'enfant est au cœur de leurs priorités, mais aussi la prévention, la protection de l'enfance, la justice pénale des mineurs, l'enfance et la jeunesse en situation de handicap. On en parle dans un instant. Merci beaucoup, Irina. L'expression orale. L'expression orale, donc, avec Pierre-Alain Sartou, qui est donc directeur de la CNAP, et avec Adrien Taquet. Monsieur le ministre, comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Retirer de la vie politique, ça fait plaisir de vous voir sur un plateau, justement. Écoutez, retirer de la vie sur politique, des sujets importants. Toujours actif.
Absolument, toujours actif sur ces sujets. Vous savez, quand vous êtes engagé pour l'enfance, je pense que Pierre-Alain ne me contredira pas, vous ne pouvez pas vous en départir. Voilà, quand bien même vous n'assumez pas de fonction politique, il y a d'autres façons de poursuivre cet engagement. Engagement citoyen, j'imagine. Engagement citoyen, engagement associatif, intervention comme ça dans les médias, et puis mission aussi parfois aussi que des ministres, le gouvernement peut vous confier sur des sujets particuliers. C'est ce que je fais depuis quelques mois au sujet de la santé de l'enfant. Voilà, sur une mission que François Braun, effectivement, nous a confié à Christelle Graloguen, qui est la présidente de la Société française de pédiatrie, et à moi-même, de réfléchir à la refonte de notre système de prise en charge de la santé de l'enfant en France, parce que même si on est heureux d'être en France, il faut le rappeler quand même, quel que soit le sujet, il y a quand même un certain nombre de difficultés. On sait qu'il y a la question des déserts médicaux, dont on parle beaucoup, concerne aussi la pédiatrie, la question des urgences pédiatriques, on le voit tous les ans. Les urgences pédiatriques sont en crise les parents ne sont pas forcément rassurés chaque hiver. Une demi-heure ou 3/4 d'heure de voiture. Absolument. Et puis vous avez la question de la PMI, vous en parliez madame, au sujet des questions de prévention, la question de la santé scolaire qui n'est pas en grande forme non plus. Bref, un certain nombre d'aspects autour de la santé de l'enfant qui nécessitent, pensons-nous, une refonte importante. Effectivement, des sujets qui sont combien impactants, importants, effectivement, et on comprend votre dévotion, si je puis dire, votre dévouement à tous les deux. Comment on arrive, avant d'entrer dans le vif du sujet, à rester positif, à positiver, au vu de la situation qui, vous le rappeliez, monsieur le ministre, est urgente? Je pense que c'est essentiel de garder une image positive du secteur, ne serait-ce parce qu'on défend l'image des professionnels qui s'investissent au quotidien pour les enfants, et que souvent, ces professionnels-là sont mis sur le devant de la scène d'une façon un peu désagréable, d'une façon parfois caricaturale, notamment dans certains grands médias. Et on a l'impression qu'ils font mal leur travail, qu'ils sont maltraitants vis-à-vis des enfants, alors que ce sont des personnes, des professionnels qui viennent avec une vraie vocation. Et donc pour eux, pour montrer qu'ils sont en première ligne, ça le terme est très juste, et pour eux, il faut qu'on ait toujours effectivement une image positive et qu'on montre que grâce à leur action, les enfants vont mieux aujourd'hui chaque jour. On arrive toujours à voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est plus facile de critiquer les gens probablement, et puis on est dans un système, on ne va pas faire passer en procès les systèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui et les évolutions de la société, mais il est effectivement plus facile de critiquer. Je pense que ça retient davantage l'attention et ça fait probablement davantage vendre et ça augmente les audiences. Pour autant, il faut être intraitable sur les dysfonctionnements, qu'ils soient individuels et parfois un peu plus institutionnels ou systémiques, mais il faut aussi reconnaître, s'agissant de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, que c'est un système en France qui sauve chaque année des centaines de milliers d'enfants. Et c'est ça qu'il faut aussi dire, tout en effectivement louant la dévotion, vous utilisiez le terme tout à l'heure, de professionnels qui sont en difficulté aujourd'hui. Je pense que c'est un des thèmes sur lesquels nous allons revenir, parce que c'est un des grands défis. Adrien Taquet, un peu plus d'un an après la promulgation de la loi Taquet, effectivement, Irina l'a rappelé, on en est où? Est-ce qu'il est trop tôt pour faire un premier bilan, ou est-ce qu'on peut déjà le dresser? C'est un peu aux acteurs aussi de terrain de le dire. Je pense qu'il est un peu... Je lui pose la question. Oui, bien sûr. Je pense que ce qui est... Alors, vous savez, il y a la loi qui est censée définir des principes généraux, et puis ensuite, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle de décrets d'application, qui sont importants, parce que c'est ça qui va matérialiser, concrétiser les dispositions qui peuvent être prévues dans la loi. Et ces décrets fonctionnent au ralenti ? Alors, ces décrets, une grande partie sont sortis. Il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas sortis, alors que nous sommes plus d'un an et demi après la promulgation de la loi. Et donc là, je pense qu'il y a effectivement urgence sur des sujets qui ne sont pas simples, mais néanmoins fondamentaux, notamment pour les droits des enfants. D'accord. Il y a la question de l'interdiction des enfants à l'hôtel, vous l'évoquiez je crois dans vos propos liminaires, voilà, l'interdiction absolue des enfants à l'hôtel d'ici à 2024, et entre-temps il devait y avoir un régime un peu transitoire dont les conditions devaient être déterminées par décret, notamment avec un accompagnement social renforcé dans ces cas-là, parce qu'il faut qu'il y ait plus d'éducateurs et que tout ça soit bien cadré dans cette phase transitoire. Tout ça n'est pas encore sorti. Il y a un sujet très important aussi qui concerne les normes. Le secteur social est un des seuls secteurs où il n'y a pas de normes véritablement clairement définies en termes d'encadrement, de taux d'encadrement, de qualification des professionnels qui regardent les enfants. Alors ce sont des sujets complexes. On le voit d'ailleurs dans tous les secteurs, même dans la petite enfance dont on a beaucoup parlé, les crèches. C'était un sujet brûlant récemment. Bon, ce sont des sujets compliqués. Ça l'est plus encore avec des enfants plus âgés que des enfants qui rampent dans une crèche, et avec des enfants qui ont des profils très, très différents dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance.
Pour autant, il y avait eu un gros travail fait notamment avec les associations, parce que tout ce que vous avez évoqué, je vous remercie d'avoir dressé ce bilan du travail qui avait été fait notamment sous mon mandat, mais ce n'est pas mon travail, ça a été un travail de concertation collectif avec notamment les acteurs, la CNAP parmi d'autres, et notamment sur ce décret sur les normes, il y avait un gros travail qui a été fait, ce décret était quasiment prêt à sortir, il n'est toujours pas sorti. Il y a d'autres aspects dans la loi, je pense notamment au mentorat, par exemple, où aujourd'hui la loi prévoit que chaque enfant placé à l'aide sociale à l'enfance doit disposer d'un parrain d'une part, d'un mentor d'autre part, parce qu'il est important pour ces enfants-là de démultiplier les liens d'attachement. Voilà, avec alors oui les professionnels, découvrir le quotidien autrement, effectivement, avec les parents. Professionnels, les parents quand c'est encore possible, les professionnels qui s'occupent d'eux de façon transitaire ou pas, mais aussi d'autres personnes de l'entourage, des parrains, des mentors, qui vont pouvoir leur permettre de développer ces liens d'attachement dont on sait qu'ils sont importants dans la construction d'un enfant. Bon, là aussi, il y a un certain nombre de décrets qui doivent encore sortir. Bref. L'essentiel est sorti, il y a encore des choses importantes qui doivent être publiées, il faut que ça soit le cas rapidement. Donc ça c'est, premier bilan un peu technique sur cet aspect-là. Et puis il y a des dispositions dans la loi dont moi je pense qu'elles sont assez transformatives, excusez-moi pour le terme un peu barbare. Et notamment un exemple, je le cite souvent, c'est l'article 1er de cette loi, qui... en essayant de ne pas être trop technique, mais qui impose aux travailleurs sociaux qui vont évaluer la situation dans laquelle se trouve l'enfant avant de le placer, puis le juge qui devra décider ou non de le placer, avant de placer l'enfant dans un foyer ou dans une famille d'accueil, de s'assurer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un tiers digne de confiance. C'est-à-dire, ça peut être un autre membre de la famille, mais ça peut être un ami, ça peut être un voisin, à qui on pourrait confier l'enfant. On place beaucoup dans les institutions dans notre pays, beaucoup plus que dans d'autres pays. Quand j'étais ministre, moi, un tiers des courriers que je retrouvais au sujet de l'aide sociale, que je recevais au ministère au sujet de l'aide sociale en France, c'était des grands-parents, des tantes, des oncles, des proches qui disaient « je ne comprends pas, j'aurais pu m'occuper de cet enfant ». Et pourtant il a été placé. Alors ça ne veut pas dire que ça aurait été possible en toute occasion. Élever un enfant, éduquer un enfant, se substituer à ses parents, c'est pas la même chose que de le garder un week-end de temps en temps. Mais toujours est-il que cet article 1er donc impose que l'on regarde s'il n'y a pas des tiers dignes de confiance auxquels on pourrait confier l'enfant avant de le mettre dans une institution. Bon. Ça peut véritablement changer, faire pivoter notre système de protection de l'enfance vers un peu moins d'institutionnalisation de ce système-là. Ça a des incidences, ça a des implications. Il faut bien évaluer l'environnement dans lequel on pourrait placer l'enfant pour être sûr qu'on ne l'envoie pas quand même dans un environnement qui s'avère néfaste. Ça veut dire qu'il faut former, accompagner probablement ces tiers dignes de confiance qui vont s'occuper de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut contrôler les antécédents judiciaires, notamment de ces personnes-là. Ça, c'est pas notre fort. Après, il faudra aussi bien suivre par la suite. Donc ça fait changer aussi le travail, la fonction et le travail, le contenu des travailleurs sociaux. Bref, c'est un certain nombre d'implications. Bon, ça, c'est beaucoup trop tôt pour évaluer, mais c'est des choses dont il faudrait que les acteurs s'emparent. Pierre-Alain Sarthou, vous dressez quel premier bilan, vous, un petit peu plus d'un an et demi après, effectivement, la promulgation de la loi ? La première chose à dire... Tout ça va dans le bon sens, même si j'ai quand même le sentiment que certaines choses ne vont pas aussi vite qu'on aimerait, bien sûr. Globalement, je souscris à tout ce qui vient d'être dit vraiment à 100%. La première chose qu'il faut dire, c'est que c'est une bonne loi. C'est une bonne loi parce que, déjà sur le plan de la méthode, et parfois c'est un petit peu rare malheureusement, c'est une loi qui a été co-construite. C'est une loi qui a vraiment été élaborée avec toutes les parties prenantes, ça c'est essentiel, on a été les premiers témoins de cela. C'est une bonne loi sur le plan des valeurs et des principes qui sont défendus. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui est notre valeur cardinale quand on travaille, quand on propose des solutions, quand on évoque les problèmes. Et effectivement, maintenant, le sujet, c'est comment on prend une loi qui a des bons principes, des bonnes valeurs, des bonnes dispositions, et comment on la fait percoler dans les pratiques des professionnels, auprès des enfants, pour qu'elle puisse aller jusque-là. Donc c'est comment on prend la lettre de la loi et on fait en sorte qu'elle soit appliquée en pratique. D'accord. Donc il y a la question des décrets, très juste. Il y a aussi la question de la connaissance de la loi par les premiers concernés. Je pense aux référents dans les conseils départementaux qui parfois ne connaissent pas véritablement ce qui a été voté il y a 1 ou 2 ans parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Je pense aussi aux travailleurs sociaux de nos associations qui sont encore sur le schéma de la loi de 2016, qui est la loi précédente. Et donc nous, on fait un effort important pour essayer de leur dire attention, la loi évolue, notamment sur la recherche systématique de tiers dignes de confiance, le grand-parent, l'oncle, la tante. Et puis,
il y a urgence. Et ça, par exemple, je prends l'exemple, effectivement, de ce ministre, on a parlé du tiers digne de confiance sur le papier, ça paraît formidable, mais concrètement, c'est difficile ou pas à mettre en œuvre? Il faut savoir que la disposition existe. Déjà, il faut le savoir que cette obligation de recherche systématique est obligatoire. La loi le prévoit, la loi l'exige. Dans certaines situations, on a encore malheureusement des associations qui se retrouvent confrontées à une recherche de tiers digne de confiance, et on leur explique que c'est pas le cadre légal, alors que ça l'est, par méconnaissance. Ça, c'est dommage. Et il y a urgence parce que les dernières données qu'on a, pour donner un exemple, et le ministre évoquait la question du placement, on sait que depuis quelques années, on a une tendance lourde qui est l'augmentation du placement des bébés, des enfants de moins de 6 ans, en gros moins de 3 ans et ensuite tout petit, 3-6 ans. Il y a encore quelques années, c'était des placements qui étaient très courts, puis ensuite c'était dans des familles d'accueil, des assistants familiaux. Ce qu'on observe, c'est que depuis quelques années, le placement est plus systématique, plus fréquent et plus long. Et ça, on sait que ça a des conséquences très graves en termes de développement, en termes de perte de chance pour les enfants qui n'ont pas un cadre familial ou quasi familial. Et ça nous interroge vraiment. Et c'est pour ça que les principes qui sont dans cette loi-là nous semblent essentiels et qu'il faut les appliquer le plus vite possible pour casser ce genre de tendance qu'on regrette évidemment fortement. Monsieur le ministre? Non, mais c'est intéressant et en fait, ça vous rend assez humble en tant que ministre et en tant que en tant que législateur. C'est qu'effectivement, il y a la loi et puis ensuite, il y a les pratiques professionnelles. Et il faut effectivement, comme le disait Pierre-Alain, que la loi irrigue ensuite l'ensemble des pratiques. Et quand vous avez, et je dis ça pas du tout pour les stigmatiser, mais quand vous avez effectivement des professionnels qui ont été formés d'une certaine façon, qui ont exercé pendant parfois 10, 15, 20 ans d'une certaine façon, eh bien, il faut véritablement les accompagner pour qu'ils puissent pivoter sur les nouveaux principes que fixe la loi. Et puis, il y a un acteur, là aussi sans rentrer trop dans la technique, mais il y a un acteur important quand même dans la protection de l'enfance. On a parlé du ministre, on a parlé des associations, mais il y a les départements. Alors justement, qui sont chefs de file sur l'aide sociale à l'enfance, sur la protection de l'enfance, et qui eux aussi, normalement, au même titre que tout un chacun dans ce pays, doivent respecter la loi. Voilà. Et on le sait, et on peut le dire. Il y a un certain nombre de principes qui sont non pas dans la loi de 2022, non pas dans la loi de 2016, mais dans la loi de 2007, qui ne sont pas encore appliqués. Voilà, donc, et par exemple, rendre obligatoire l'accompagnement des jeunes majeurs par les départements, ça, vous pensez que c'est une réussite? Ah bah écoutez, certains départements, enfin, oui, certains... Il y en a qui ont joué le jeu, en particulier, d'autres un peu moins. S'y soustraire, et c'est parti et à raison au contentieux. C'est-à-dire qu'il y a des associations d'anciens enfants placés, sauf erreur, d'anciens enfants protégés, pardon, qui ont été au contentieux et qui ont eu gain de cause. Donc oui, effectivement, la loi, désormais, pour les fameuses sorties sèches que vous évoquiez, effectivement, qui fait qu'on demande davantage à ces enfants qu'on demande à nos propres enfants, c'est-à-dire qu'à 18 ans et 1 heure d'être autonomes, indépendants et voler de leurs propres ailes, alors qu'ils ont eu un parcours qui était quand même un peu plus difficile. Bon, donc c'est une situation qui n'était pas acceptable et donc on a prolongé cet accompagnement jusqu'à 21 ans. On a instauré un droit au retour, c'est-à-dire quand bien même à 18 ans vous ne voulez plus être accompagné parce que l'institution vous en pouvez plus et vous avez envie d'être autonome. Et ça aussi, ça doit se respecter. Il y a des jeunes qui, à 18 ans et 1 heure, ne plus entendre parler de l'aide sociale. Enfin, ça, il faut le comprendre et l'admettre. Mais il faut aussi être en mesure, s'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, parce qu'à cet âge-là, et puis même à nos âges, on se trompe régulièrement, qu'ils puissent revenir. Donc il y a un droit au retour. On a instauré aussi un entretien 6 mois après la fin de la sortie. Enfin voilà, accompagner ces enfants vers l'autonomie. C'est ça notre boulot à tous, c'est permettre à ces enfants qui ont eu des départs dans la vie plus compliqués que les autres enfants de leur âge, de pouvoir aller vers l'autonomie le plus sereinement et de façon la plus sécurisée possible. Pierre-Alain Sarthou, sur ces contrats jeunes majeurs, vous avez le sentiment que les départements jouent le jeu? On a véritablement plusieurs attitudes, effectivement, par rapport à la loi et à la lettre de la loi. Des départements très vertueux qui ont compris l'état d'esprit du législateur et qui ont aussi saisi, parce qu'ils connaissent la réalité de leur terrain, les besoins de ces jeunes qui ont été rappelés par Adrien Taquet, à savoir le fait que l'autonomie à 18 ans, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça se co-construit. Et puis d'autres départements qui, il est vrai, cherchent par tout moyen, par des préoccupations, je vais le dire très, très, très simplement, par des préoccupations, je pense essentiellement budgétaires, à se soustraire à leurs obligations légales.
et à essayer de contourner le plus possible la loi. Alors l'accompagnement jeune majeur, qui n'est pas véritablement un contrat, c'est un accompagnement, qui prévoit par exemple un peu d'accompagnement socio-éducatif, un travailleur social qui vient vous C'est pas vraiment un contrat, c'est quoi? C'est un demi-contrat, quoi. Le contrat, c'est un engagement mutuel. Ouais. C'est-à-dire que, et nous, plutôt ce que la loi prévoit, c'est que le jeune n'a pas d'engagement à tenir quand il est accompagné à 18 ans. D'accord. On ne lui demande pas de signer, de lui dire de pointer à Pôle emploi, de garantir qu'il a trouvé un logement, une complémentaire santé dans les 3 mois. C'est pour ça que c'est plutôt dans un sens. D'accord. Et certains départements essaient de se soustraire effectivement à cette obligation, par exemple en limitant le plus possible la durée de cet accompagnement. Une bourse pendant 3 à 4 mois, alors qu'on sait que c'est un accompagnement qui peut se construire sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et parfois des refus de ces accompagnements jeunes majeurs, parce qu'on considère que tel jeune n'a pas vocation à l'avoir, ou parce que tel jeune n'a pas encore un projet professionnel bien défini. Donc on lui refuse. Et là, on est hors la loi. Et certains départements, certains services, de façon contraire à la loi et à l'esprit de la loi, l'assume. On peut améliorer la loi, monsieur le ministre, justement, contre ces contrats, ces moitiés de contrats, ces contrats tièdes? En fait, la discussion est intéressante, parce que, et ça renvoie à ce que j'évoquais sur les décrets aussi. Votre discussion est intéressante, parce que moi, mon idée, au moment de la loi, mais c'est un échec, semble-t-il, dont j'avais conscience avant même cette discussion, était de tuer le contrat jeune majeur. Et notamment cette idée d'engagement réciproque, et effectivement ce terme de contrat jeune majeur, où chacun met derrière et dedans ce qu'il veut bien y mettre. Et donc, on l'a remplacé, on voulait le remplacer, peut-être que la pratique y conduira, par le projet ce qu'on a appelé le projet pour l'autonomie. Vous avez le projet pour l'enfant, quand l'enfant est... Et ensuite, il doit y avoir le projet pour l'autonomie, qui a été défini dans un décret, justement, avec en gros 4-5 briques, parce que l'autonomie, c'est quoi? C'est la poursuite, Pierre-Alain l'évoquait, d'un accompagnement social. Voilà, les enfants ont été accompagnés du jour au lendemain, on ne les laisse pas tomber comme ça, donc il faut toujours un travailleur social qui puisse être là, un peu comme un référent. C'est un toit. Alors, soit parce qu'il reste dans le foyer, si on estime que c'est pertinent, soit en lui permettant de lui trouver une place dans un foyer jeune travailleur, soit en lui donnant un petit pécule pour qu'il puisse prendre peut-être son propre appart en centre-ville. C'est l'emploi ou l'école, en fonction de ses projets. Donc, soit effectivement lui permettre de poursuivre ses études supérieures, et ou via la formation, l'apprentissage, de commencer à s'inscrire dans une voie professionnelle. Et puis, c'est un petit pécule financier pour qu'il ait un reste à vivre qui soit nécessaire pour vivre. C'est ça le projet pour l'autonomie, c'est ce qui a été décidé dans un décret, et c'est normalement ça, en anticipation, pas à 18 ans moins le quart, comme ça se fait souvent dans certains départements, mais dès 16 ans, 17 ans, les services du département, avec les jeunes, avec les travailleurs sociaux, commencent à construire ce projet pour l'autonomie avec ces différentes briques. Et comme ça, entre 18 et 21, progressivement, on construit. C'est ça ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est ça ce qui est écrit dans un décret. Mais il ne faut pas que l'arbitraire du département rentre encore en compte, parce qu'autrement, on va retomber sur la situation qu'évoquait Pierre-Alain. Irina. Monsieur le ministre, il y a aussi le problème des violences. Selon le rapport de l'UNICEF, en France, tous les 5 jours, un enfant est tué par l'un de ses parents. Comment faire face à cette maltraitance? Alors, c'est le rapport de l'UNICEF, et puis c'est même un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. C'était quand je suis arrivé, quand j'ai été nommé en janvier 2019, je suis rentré dans mon bureau. Le rapport m'attendait sur mon bureau. Et je peux même vous dire que c'est même un enfant tous les 4 jours qui meurt sous les coups de ses parents, parce que dans le chiffre de 1 sur 5, on ne tient pas compte les néonaticides et puis les syndromes de bébé secoué non décelés, etc. Donc c'est un enfant tous les 4 jours. Alors, comment faire? Il y a un problème global de violence faite sur les enfants dans ce pays, de toute nature. Les violences les plus, j'allais dire, il n'y a pas de hiérarchie, bien, mais ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, c'est la petite fessée, petite baffe, ça fait pas de mal. Donc contre ça, il y a une loi qui a été votée en 2018 pour interdire les violences éducatives ordinaires, ce qu'on a appelé la loi anti-fessée. On s'est beaucoup fichu de nous à l'époque. On est un des derniers pays en Europe à avoir adopté ce genre de législation. Mais c'est rappelé dans le Code civil, c'est rappelé quand vous vous mariez à la mairie, que en fait, l'éducation d'un enfant se fait sans violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Voilà. Et à un moment, la loi est là pour marquer des normes sociales. Voilà. Et je pense qu'il y a 10 ans, quand il y avait un môme qui se prenait une baffe dans un supermarché,
marché. Personne ne bougeait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe. Il y a 5 personnes qui vont venir voir pour dire aux parents, c'est pas comme ça qu'on fait. François Bayrou pourrait plus faire la petite remontrance qu'il avait fait à l'époque. Peut-être pas, effectivement. Donc ça, c'est une première chose. Il y a ensuite les violences sexuelles, qui sont un drame dans notre pays, avec la question de l'inceste, mais l'inceste n'est pas... La famille est effectivement l'endroit où se passe le plus, où le plus de violences sexuelles se produisent. Mais il y a aussi d'autres milieux, les institutions, les proches, qu'il ne faut pas omettre. Bon, là-dessus, il y a un certain nombre de mesures, vous les avez rappelées brièvement dans le pacte pour l'enfance. Je vous remercie d'avoir restitué ça. Effectivement, la question des luttes contre les violences, et notamment les violences sexuelles, ça a été un des pans importants de l'action que nous avons menée. Avec notamment les contrôles des antécédents judiciaires des personnes qui travaillent auprès des enfants, avec le traitement d'un certain nombre de sujets assez nouveaux. Je pense à la question de la prostitution des mineurs, parce que nous avons élaboré le premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs, qui est un sujet à peine émergent. Bref, un plan de lutte contre les violences qui va se poursuivre, puisque j'ai compris, elle l'a annoncé que la secrétaire d'État à l'enfance était en train de préparer le plan qui allait suivre. Je crois que des annonces seront faites à la rentrée. Et puis par ailleurs, j'avais créé la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, coprésidée par le juge Édouard Durand et Nathalie Mathieu, qui avait pour objectif d'écouter la parole des victimes. Ils ont fait un travail formidable à cet égard, d'essayer d'objectiver un petit peu ces violences et puis de formuler un certain nombre de préconisations. Et la création de cette Civise... Vous avez le sentiment, M. le ministre, qu'on va y arriver? On n'est pas débordé? Qu'on n'est pas débordé, c'est-à-dire débordé par l'ampleur de la situation, effectivement. Et quand vous me dites effectivement que vous arrivez, le premier rapport que vous avez sur la table que vous avez... Je vais revenir sur la question des enfants morts sous le coup de leurs parents, mais pour terminer sur les violences sexuelles dans le pays, il y a un moment, il faut juste qu'on se confronte au problème, collectivement. C'est très compliqué. Enfin, la question des violences sexuelles et de l'inceste ne sont pas des sujets nouveaux. Les chiffres, celui que vous évoquez, les 160 000, les 25 000 plaintes pour violences sexuelles chaque année, les 160 000 enfants qui sont probablement victimes de violences sexuelles chaque année, tous ces chiffres-là ne sont pas nouveaux. Lynn Thomas sur l'inceste, dossier d'écran, c'est 84 ou 86. Régulièrement, c'est des ultra tabous. Régulièrement, ça sort, on tombe tous de notre chaise, on se dit c'est pas possible, et puis on retourne tous confortablement chez nous. Le rôle de la Civise, c'était justement de faire en sorte que ce sujet-là, je l'ai créé pour que ce sujet-là reste au-dessus de la ligne de flottaison politique et médiatique. Parce qu'on a une tendance individuelle et collective assez facile à refermer le couvercle, et ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible pour les victimes elles-mêmes. Évidemment, ce n'est plus possible pour la société que nous constituons. Donc, il faut s'y confronter. Ça soulève un certain nombre de questions en termes de traitement judiciaire, en termes de prise en charge en soins des victimes. Et il y a encore des progrès à faire là-dessus, même si là aussi nous avions commencé à adresser des parcours de soins de prise en charge des victimes. Et puis, il y a la prévention. Voilà. Les enfants qui meurent tous les 4 jours sous les coups de leurs parents sont des enfants très jeunes. Et moi, je pense que ça passe beaucoup aussi beaucoup par de l'accompagnement parental. Je pense que si on faisait davantage de prévention, si on décelait plus précocement les situations à risque dans le cadre de la famille, si on accompagnait plus intensément, voilà. Et ça passe par l'école, j'imagine, la prévention de l'enfance ne serait pas nécessaire parce qu'on aurait fait le boulot avant. Donc il y a un certain nombre de choses. Vous parliez des 1000 premiers jours tout à l'heure. Il y a des choses à faire. On a beaucoup investi, on a commencé à investir. Il faut poursuivre sur ce qu'on appelle la psychiatrie périnatale, c'est-à-dire quand il y a des sujets de santé mentale avérés, graves, au sein de la famille, chez la mère, on peut déceler vite, accompagner pour faire en sorte que les situations ne se dégradent pas et qu'on n'en arrive pas soit à des placements, soit à des drames. Donc la prévention est très importante aussi. Pierre-Alain Sartoux, rapidement, effectivement, on a écouté Monsieur le Ministre, on a comme le sentiment qu'il y a une certaine volonté politique. Est-ce que les moyens alloués sont à la hauteur de l'urgence de la situation concernant justement, effectivement, tous ces décès et bien sûr cette violence au quotidien ? La politique de protection de l'enfance en France, environ 9 milliards d'euros par an. Très peu
consacrée à la prévention, et notamment la prévention des violences, à la prévention des situations de maltraitance, de négligence grave commises à l'endroit des enfants. Et là, il faut des moyens supplémentaires, évidemment, ou une réallocation de moyens, je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement, c'est la responsabilité du politique de le définir, mais la prévention des violences va permettre justement d'éviter des enfants qui vont très mal ensuite. Et puis, par ailleurs, un coût très important de prise en charge. Donc, en fait, finalement, tout le monde s'y retrouve. Un message vraiment important à passer en matière de prévention, et vraiment j'y pensais en écoutant Adrien Taquet tout à l'heure, c'est prévenir les violences contre les enfants, c'est la responsabilité de tous les citoyens, de tout le monde. Vous avez parlé de l'école. Alors évidemment, c'est le cas des directeurs, des instituteurs, des professeurs des écoles qui doivent faire remonter, faire des signalements, faire ce qu'on appelle des remontées d'informations préoccupantes lorsqu'ils ont des doutes. Mais c'est aussi la responsabilité du voisin, du gardien ou de la gardienne d'immeuble. Il existe un numéro qu'on appelle le 119, un numéro pour prévenir les violences contre les enfants. C'est pas encore assez connu, et surtout, d'expérience, parlez-en autour de vous, les gens n'osent pas. Ils peuvent entendre à côté des cris d'enfants, des coups sourds, de la violence exercée, mais c'est le foyer d'à côté, c'est la famille d'à côté. Culturellement, historiquement, ça nous intéresse pas. C'est les voisins. Il y a un mur entre nous, on ne doit pas le percer. Ouais. Et nous, on doit dire que si. C'est de la délation, quoi. On ne donne pas là-dedans, c'est ça. Il y a peut-être un petit peu de ça. Ouais, et pourtant, c'est essentiel. Ouais. Pourtant, c'est essentiel. Donc, 119, dans toutes les situations, si on a un doute, c'est pas forcément quand on est sûr. Même quand on a un doute, c'est un réflexe à avoir. Rapidement, s'il vous plaît, monsieur le ministre, sur un sujet qui fait consensus, on est d'accord. Quand vous étiez ministre, il fallait parfois jouer des coudes pour avoir plus de budget, justement, pour des sujets, au final, qui sont de vie et de mort et qui sont des sujets ô combien importants pour l'avenir de notre nation. Il faut de toute façon toujours un peu jouer des coudes. Même pour l'enfance. Ouais, même pour l'enfance. Ouais. Mais moi, je définissais souvent mon rôle comme être chargé de l'enfance, c'est éminemment interministériel. Vous avez parlé de l'école, du sport, c'est intrinsèquement transversal et interministériel. Ouais. Et donc mon rôle, c'était d'aller tirer la manche de mes petits camarades au gouvernement, au Conseil des ministres, pour leur dire hep, oubliez qu'il y a les sujets de l'enfance. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'on a réussi, et il y a encore énormément de chemin à faire, à enclencher un certain nombre de choses. Ce qui est important, c'est la constance. Voilà, donc il faut, parce qu'autrement, sur ces sujets-là, voilà, c'est de l'investissement social. Si à un moment vous arrêtez ou vous ralentissez, tout ce que vous avez pu mettre en argent, en énergie, en loi, ça tombe à fond perdu. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Malheureusement, pris par le temps, on va vous réinviter parce que c'est un sujet transversal. Du coup, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Un sujet ô combien important. Et qui nous touche beaucoup forcément. Adrien Taquet, ancien secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans School TV Le Mag. Merci à vous, Pierre-Alain Sartou, qui est directeur général de la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant. Je l'ai dit en entier. Merci à tous les deux. Irina, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Ciao.